Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. À la une de l'actualité, grève à l'UNIKIN. Jean-Pierre Liaou échange avec l'association des professeurs de l'université de Kinshasa pour la levée de la grève. Une commission va être mise sur pied pour le début du recensement biométrique des professeurs pour qu'il n'y ait pas des professeurs non alignés en salaire de base. Et puis les échéances électorales auront bel et bien lieu en 2023 dans le délai constitutionnel. Plus de 500 kits électoraux viennent d'être embarqués ce mardi à partir de Séoul en Corée du Sud à destination de la RDC pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Enfin, grogne des étudiants de l'Institut des bâtiments et des travaux publics suite à la décision du comité de gestion d'évacuer les Homes. Les autorités académiques séquestrées ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, appelle les étudiants à bannir la violence dans les milieux estudiantins. À suivre dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République est arrivé à Londres dans la nuit de lundi. Félix Tshisekedi a participé ce mardi au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le journal Financial Times. Dans son mot, le président de la République a saisi l'occasion pour présenter les opportunités qu'offre la RDC comme cadre idéal pour les investissements. Un reportage de la presse présidentielle. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en provenance de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par le Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45 à ces assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auquel il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractif. C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que le Financial Times, deux tabloïds britanniques. Chaque année, le Financial Times invite des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. Cela fait plus de 100 jours que le M23 occupe la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Aucune offensive des FARDC n'a été lancée jusque-là pour récupérer cette cité. Au cours de son briefing, le porte-parole du gouvernement a fustigé le soutien du Rwanda au M23 et demande aux pays agresseurs de mettre fin à l'occupation de la cité de Bunagana. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Au sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous, il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça c'est évident, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, le M23 n'existe pas. C'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie décente pour nos populations, nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre et donc il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question.
Sous la coordination du Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique a reçu la délégation de l'association des professeurs de l'UNIKIN. Ces derniers ont échangé sur la grogne déclenchée depuis plusieurs jours. Les professeurs, eux, se disent satisfaits. Le gouvernement tente d'apporter des solutions. Pas de professeurs non mécanisés en salaire de base. Une commission va être mise sur pied pour commencer le processus de recensement biométrique des professeurs. Cédric Kenina pour le reportage. D'obtenir la levée de la grève à l'UNIKIN, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en sa qualité de représentant du gouvernement aux travaux de la commission paritaire de Bibois, avec le banc syndical de l'ESU, a reçu en audience la délégation de la PUKIN pour évaluation de l'accord signé au mois d'avril en marge des travaux de la commission paritaire. Après échange, il a été décidé de la mise en place d'une commission de suivi et évaluation des engagements. Par rapport aux échanges, il y a une satisfaction, d'autant plus que nous avons résolu que dès la semaine prochaine, une commission pourrait monter à l'université ou localiser quelque part pour commencer les processus de recensement biométrique de professeurs de l'université de Kinshasa. Deuxième élément, Son Excellence nous a promis qu'au premier trimestre 2023, il n'y aura plus de professeurs non mécanisés en salaire de base. Il a été aussi décidé, parce que vous savez que l'accord de Bibois a souffert, parce qu'il n'y avait pas une commission de suivi. Il a décidé de plaider auprès de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que cette commission soit mise en place le plus vite que possible, de telle sorte que l'accord de Bibois puisse connaître un suivi ponctuel, pour que ça ne puisse plus souffrir d'inapplicabilité. Donc, cette commission pourra être mise en place et supervisée éventuellement par lui, parce qu'il a été déjà désigné comme tel par le gouvernement. Et à la Cour de cassation, le premier président Mukendi Musanga David Christophe a échangé ce lundi avec tous les chefs de ressort des cours d'appel de la République démocratique du Congo. Question de les rappeler les règles qui conduisent leur profession. Une rencontre qui intervient chaque année après la rentrée judiciaire. Edith Chala. Pendant près de 2 heures d'échange, le premier président de la Cour de cassation, Mukendi Musanga David Christophe, a donné des orientations aux responsables des cours d'appel afin de mener à bon port l'exercice 2022-2023. Le premier président de la Cour de cassation a également fait la restitution de la communication du président de la République Félix Antoine Tshisekedi en rapport avec les questions liées à la justice lors de la 72e réunion du Conseil des ministres du 7 octobre 2022, au cours de laquelle le chef de l'État a fustigé le comportement des magistrats. Il était aussi question de rappeler à cette même occasion les règles de la profession auprès des premiers présidents des différentes cours d'appel de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de la discipline qui doit être de stricte observance par tous, à en croire Mukendi Musanga David Christophe. Revenant à son discours, tenu le 15 octobre 2022 à l'occasion de la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation a également martelé sur le fait qu'on ne peut pas suspendre l'exécution des décisions de justice par voie de lettres, comme l'a fait l'inspectorat général du service judiciaire pénitentiaire. On a partagé certaines expériences. Nous espérons que chacun pourra aider sa juridiction, son ressort à aller de l'avant pour répondre à l'idéal de justice qui rentre dans la vision du chef de l'État, pour que le peuple ne se plaigne plus. Le premier président de la Cour de cassation est également revenu sur l'ouverture des actions disciplinaires par les chefs des juridictions qui doivent se poursuivre jusqu'au bout avant de rappeler la nécessité de la bonne rédaction de décisions. Le procureur général de la République près la Cour de cassation a tenu une réunion de recadrage au cours de laquelle Firmin Vondé a donné des instructions claires aux différents procureurs généraux sur l'amélioration du cadre judiciaire. Adam Chemissi, Diane Balaka pour le reportage. Mettre l'appareil judiciaire sur le rail selon la vision du chef de l'État, tels sont les propos du tout premier procureur général de la République près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou. C'était à l'occasion d'un échange avec les différents procureurs généraux des provinces. Firmin Vondé Mambou a tenu à exhorter les uns et les autres à l'accompagner dans sa noble mission. Ceux des procureurs qui ne seront pas à la hauteur de leurs tâches se verront débarquer du bateau que lui, le capitaine, veut mener à bon port.
Le procureur général près la cour d'appel du Nord Ubangi, Mirindi Boulinga, revient sur les instructions de son nouveau chef hiérarchique. C'était la première rencontre avec le nouveau procureur général récemment nommé en cette qualité. Il a tenu à indiquer aux procureurs généraux des cours d'appel que nous sommes sa ligne de conduite que nous devons observer. J'ai retenu particulièrement, il a sorti un mot. Il est comme le capitaine d'un bateau qui vient de quitter le port et qui est en train de prendre le rivage. Alors, il appelle tout le monde à l'aider. Ceux qui sont avec lui iront jusqu'au bon port et ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette ligne-là, il n'hésitera pas à les jeter par-dessus bord. Vraiment, c'est à ce terme pratiquement imagé qu'il a parlé. Le message du nouveau procureur général de la République près la Cour de cassation semble avoir été bien capté par le procureur général qui, à leur tour, sont appelés à veiller à ce que la justice, la vraie, soit dite dans le pays. Denis Kadima est déterminé à offrir à la population congolaise des bonnes élections libres, crédibles et transparentes, et cela dans le délai constitutionnel. Plus de 500 kits électoraux d'identification et d'enrôlement des électeurs va être acheminé en RDC en provenance de la Corée du Sud. C'est le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, qui supervise le lancement de la production à grande échelle des kits électoraux. Teti Samba, notre envoyé spécial à Séoul. À un peu plus d'un an des prochaines élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met des bouchées doubles pour la réussite de l'organisation de ces échéances électorales. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Mme Patricia Nseya, séjourne à Séoul en Corée du Sud. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Mérou et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Mirou, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui nous avons assisté à l'embarquement du premier lot de kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. À la population congolaise, tous les partenaires financiers, techniques et parties prenantes, Mme Patricia Nseya rassure. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Il s'est de noter que l'opération de l'enrôlement et identification des électeurs débutera en décembre 2022. Et puis cette ordonnance numéro 22/180 du 12 octobre 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Malawi. Le président de la République ordonne, article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Malawi avec résidence à Lusaka en République de Zambie. Monsieur Serge Didier Paga Tepupikleka, article 2, les fonctions conférées aux précités par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice et celles qui occupent ces qualités en vertu des ordonnances antérieures. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de la signature. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 12 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Gila Nyembo Bouizaï.
Signature d'engagement de la RDC aux résolutions des conférences plénipotentiaires de l'Union internationale de télécommunications. Ce reportage est de Nono Manseko. Se donne rendez-vous à Bucarest, capitale de la Roumanie. Cet acte d'engagement final des résolutions de l'Union internationale des télécommunications dont la RDC fait partie va permettre aux États signataires de mettre en place les dispositions nécessaires pour la réalisation des objectifs du PP22. La voix de la RDC a été portée par le secrétaire général des PTNTIC, Vincent Ikimba. Parmi ces résolutions, on note la réduction de la fracture numérique par la connectivité intégrale numérique, la promotion de l'intelligence artificielle en favorisant l'Internet des objets et des villes intelligentes et durables, ainsi qu'aider les États membres à lutter contre les vols des dispositifs mobiles et à prévenir ces phénomènes. Ces travaux ont permis également aux participants de formuler quelques recommandations, notamment l'intégration de l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes et jeunes filles aux technologies de l'information et de la communication. Également favoriser les conditions de cybersécurité et de cyberdéfense. Bien avant, le secrétaire général et sa suite se sont rendus à l'ambassade de la RDC en Roumanie, question de présenter les civilités au chargé d'affaires en pied de la RDC en Roumanie, Léopold Abibolo Malissa, qui a mis tous les moyens nécessaires pour que le séjour de cette délégation à Bucarest se passe dans les bonnes conditions. Profitant de son séjour au pays des Klaus Loaris, le secrétaire général Vincent Ikimba, accompagné des chargés d'affaires et le Paul Abibo, ont visité la résidence emblématique de l'ancien président communiste Ceausescu, une façon pour eux de rendre hommage à celui qui fut l'ami de l'ancien président congolais Joseph Désiré Mobutu. Pour rappel, le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasamaliba, qui a également pris part à ces assises, avait réussi à obtenir l'élection des 3 pays membres de la SADC au Conseil de l'Union internationale des télécommunications. L'RDC et le Zimbabwe s'engagent à travailler main dans la main pour le développement du tourisme. Un protocole d'accord a été signé entre les deux pays sur la formation des étudiants en tourisme et hôtellerie. La signature de ce protocole d'accord est intervenue lors de la clôture de l'atelier sur la production du plan technique mixte de tourisme. RDC Zimbabwe, Bobo Samba pour le commentaire. Protocole d'accord signé ici à Bulawayo entre le secrétaire général au ministère du Tourisme de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe se veut bénéfique pour le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, permettre la formation en gestion du tourisme et de l'hôtellerie des étudiants congolais. Une formation garantie par le pays partenaire. Ce protocole d'accord prévoit également des échanges d'informations entre les deux pays en ce qui concerne le secteur du tourisme. La RDC et les Zimbabwe ont pris la résolution de participer mutuellement aux festivals, manifestations touristiques et culturelles ainsi qu'aux événements nationaux des deux pays. Ce n'est pas tout. Ce partenariat consiste aussi à la mise en place d'une politique d'exemption de visa, histoire de promouvoir le voyage et stimuler les touristes de deux États ainsi que le commerce entre les deux pays. L'occasion faisant le larron, Modéron Simba Matondo, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, a convié le Zimbabwe à prendre part à la semaine congolaise du tourisme prévue du 21 au 27 novembre prochain à Kinshasa. Le site touristique de l'Antélé, dans l'est de la mégapole, a été choisi comme cadre devant abriter cette deuxième édition. Des experts du tourisme de différents coins du monde sont attendus dans la capitale congolaise pour réfléchir sur la promotion et le développement du tourisme ainsi que son impact dans l'économie des nations. Ouverture hier en Inde de la 90e Assemblée générale de l'Interpol, lutte contre la criminalité sur toutes ses formes, qui s'est invitée au débat lors des discussions. Au nombre des participants qui ont représenté la République démocratique du Congo, le chef de service de l'inspection générale des finances, un reportage d'Éric Kabamba. C'est un commentaire plutôt. Lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, une très forte délégation de la RDC séjourne en Inde depuis le lundi 16 octobre 2022. Conduite par le commissaire général de la police nationale Jean Bailongandi, dans laquelle est intégrée l'inspection générale de finances, la délégation congolaise participe à la 90e assemblée générale de l'Interpol dans la capitale indienne. La mission de cette délégation est le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Il s'est dénoté que, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, des avancées significatives sont signalées dans la lutte contre la corruption.
L'intégration régionale est un processus qui permet de surmonter d'un commun accord les obstacles politiques, économiques ou sociaux. Ce 18 octobre, le monde célèbre la journée de l'intégration régionale à Kinshasa. Une manifestation a été organisée à Béatrice Hôtel sous le thème « La biennale de la CEAC pour une culture de la paix ». Vital Paga pour le reportage. Au-delà du discours en visioconférence du président en exercice de la CAC, Tshisekedi Tshilombo, la RDC a célébré comme il se doit la journée de l'intégration régionale, ce en présence du président de la commission de la CAC, Gilberto da Piedade, et du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. L'occasion pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzu, de s'apaisantir sur la biennale de la CAC pour une culture de la paix, avant de souligner la nécessité de renforcer la coopération dans la paix. Cette journée du 18 octobre doit être pour nous tous non seulement un moment de célébration de l'intégration régionale de la CAC, mais également une occasion de s'interroger du point de vue pratique sur le niveau réel de cette intégration afin de nous départir des considérations théoriques de cette dernière et rallier les actions sur terrain. L'occasion également pour les jeunes des 11 pays membres de la CAC d'allumer la flamme de feu devant l'assistance. Partout en Afrique centrale, des jeunes gens redoublent de créativité, ingéniosité exceptionnelle pour trouver des moyens de prévenir la violence et de consolider la paix. L'année suivie, la prestation de serment des 3 nouveaux agents de la CAC. Il s'agit d'un nouvel auditeur général, d'un comptable et d'un contrôleur qui ont géré loyauté et fidélité dans l'exercice de leurs fonctions. Ouverture de la session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine de services d'emploi public. Les experts qui évoluent dans le domaine de l'emploi de 17 pays africains sont en atelier d'échange ici à Kinshasa pour trouver des solutions à l'évolution du marché de l'emploi. Emmanuel Commissaire pour le reportage. Plus de 17 pays africains de la sous-région se sont engagés à créer une plateforme digitale dans le domaine de l'emploi, un centre africain de formation du Conseil de l'emploi et un programme de développement et de promotion des emplois verts ou numériques. Nous portons donc espoir qu'au sortir de ces travaux, les 3 grands projets phares du mandat Mali seront validés et auront un portage politique très fort. C'est l'occasion d'ailleurs pour remercier les autorités, les plus hautes autorités de la République démocratique du Congo. Réunis en panel de 2 jours à Kinshasa, les experts venus notamment de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, de la République du Congo, sans omettre ceux de la République démocratique du Congo, ont démarré ces travaux sous les auspices de la directrice générale de l'Office national de l'emploi, Angélique Kikoudi. Pour que nous puissions résorber tant soit peu le chômage et que nous puissions nous lancer maintenant dans le développement de l'emploi vert. Donc l'agriculture, la reforestation, ce sont nos gouvernements qui doivent d'abord porter le projet et pouvoir nous les donner en main pour que nous puissions faire la mise en œuvre. Cet atelier panafricain lancé au nom de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale par son directeur de cabinet vise à trouver des solutions à l'évolution du marché de l'emploi en Afrique. Ces assises rencontrent la mission assignée par l'ONEM pour la promotion des organismes publics et privés. Le forum minier sur les activités minières en RDC et ses défis se tient ici à Kinshasa. Le lancement de cette tripartite a eu lieu ce mardi sous la direction de la Chambre des mines en présence du président national de la FEC, Albert Youma. Mireille Ndeke, Pompomba. Révisé de 2018, 4 ans après, où en sommes-nous aujourd'hui? Les industriels du secteur minier, le gouvernement et la société civile se sont mis ensemble en vue de changer sur les défis actuels dans l'industrie et de discuter de l'impact du code minier et d'éventuels changements nécessaires. Notre industrie a depuis continué à battre ses propres records de production, année après année, se positionnant en ligne droite pour franchir le cap de 2 millions de tonnes de cuivre lent dans un avenir très proche. Et cela en dépit du déficit persistant en énergie, en infrastructure et dans un contexte mondial devenu à la fois volatile. En dépit de toutes ces difficultés, notre industrie minière n'a cessé de démontrer son caractère de résilience et de courage. Initiative louée par le président de la FEC, Albert Youma, qui en appelle à l'implication de tous les acteurs afin d'arriver aux conclusions rationnelles de ce code, de manière à atteindre les objectifs poursuivis par les législateurs. Pour cela,
il y a des leviers qu'il faudrait actionner. Le premier levier, à mon sens, est celui de l'optimisation de nos exploitations pour restaurer les marges. Le second levier s'appuie sur le développement de l'innovation pour abaisser les coûts d'exploration. Le troisième levier passe par une implication forte des entreprises dans leur milieu social. Quatrième et dernier levier, on en parle tout le temps, ça passe par l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur. La ministre de Mines, représentée à cette cérémonie, a réitéré son vibrant hommage au chef de l'État qui fait du secteur minier le pilier de l'économie nationale et s'est engagé à apporter sa contribution pour l'essor du secteur minier en RDC. Le secrétaire général du parti présidentiel est arrivé dans la ville de Kisangani. Sur place, Augustin Kabouya a animé un meeting à l'esplanade de la Grande Poste de Kisangani devant une foule de différentes formations politiques et membres de l'Union sacrée de la nation. Alain Bikaï pour le reportage. L'UDPS est la plus grande machine politique de la RDC et la plus populaire. Les cas les plus illustratifs et la contre-offensive politique menée dans la ville de Kisangani par les chefs d'état-major de ces partis, Augustin Kabouya, à la tête d'une importante délégation des caciques, dont Jacquemin Chabani, Peter Kazadi et Toby Kayumbi. Déjà tôt le matin du samedi 15 octobre, la ville de Kisangani était cadrée par les membres de l'UDPS et ceux des partis de l'Union sacrée. Une façon pour eux de montrer à la face du monde leur soutien indéfectible à Félix-Antoine Tshisekedi. Le point de chute était la place de la Grande Poste qui était bondée d'une foule compacte. Brillant d'envie d'écouter le numéro 1 du parti présidentiel, porteur d'une offre politique sérieuse, l'assistance s'est refusée un instant de prier. Un chrétien convaincu, Augustin Kabouya a appelé la foule à accorder une minute de prière au pasteur Gilles Moulendois. Comme dans toutes les rencontres de l'UDPS, l'hymne du parti a été entonné par la foule. Dans sa prise de parole, Augustin Kabouya a démontré au public l'attachement que le chef de l'État a pour cette province en initiant le projet de 145 territoires. Développement de la province Nabino. Ils ont inscrit dans le programme de 145 territoires. Au parti de l'Union sacrée, le message était simple, celui de travailler pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Cette mobilisation de l'UDPS a désemparé tous les détracteurs du parti qui n'ont plus que les réseaux sociaux pour mener un combat d'arrière-garde déjà perdu d'avance. Suivant à présent les activités d'Akasia Bandoubola, un des cadres de l'UDPS. Du Congo, dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo, le M23, stop au tribalisme et soutien au commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tels sont les points clés de la rencontre du samedi 15 octobre au stade de Vélodrome qui a refusé du monde essentiellement membre de la fondation Akasia en action à Carré. À l'arrivée de Madame Akasia Bandoubola Mbongo, présidente de la fondation en compagnie du ministre de Pétaintique, Augustin Kibassa Maliba et du ministre honoraire de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Une foule immense les a contraintes à la marche et à faire le tour du stade sous une ambiance électrique. Invité au podium pour s'adresser à l'assistance, Madame Akasia Bandoubola Mbongo a entonné un chant d'unisson pour le Congo. Le Congo sera sauvé. Très critique sur la situation qui prévaut à l'Est, l'ex-ministre de l'économie nationale n'a pas marché le mot. Le Rwanda est le véritable agresseur du Congo, sous le label du M23. Le changement au sein de l'armée est venu au bon moment. Une vision salvatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour libérer Bunagana au Nord Kivu, a-t-elle dit. Aussi, la présidente de la fondation Akaré a insisté sur le fait qu'il faut un soutien au plus haut niveau des FARDC du commandant suprême. Il faut bannir le tribalisme, a-t-elle conclu. À l'aube de l'opération d'enrôlement des électeurs, Akasia Bandoubola Mbongo en a appelé aux uns et aux autres d'y participer massivement pour donner un deuxième mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui permettre. L'ODIA s'est donné rendez-vous à l'aéroport national pour accueillir le député national Lambert Médéo Malanga, une visite dans son fief électoral qui revêt plusieurs caractères, notamment la communion avec sa base naturelle. Cédric Kenina. 17h, heure locale. L'aéronef d'Air Kassai atterrit à l'aéroport national de Lodja.
À son bord, l'élu de Lodja, Lambert Mendo Malonga, notable de cette province, accueilli au bas de la passerelle par le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Benoît Olomba, accompagné de quelques députés provinciaux et cadres locaux de son parti, la Convention des Congolais Unis. Les us protocolaires observés, la procession se noie dans une marée humaine en effervescence, au son des chants traditionnels, la nuit tombante. Difficile donc de s'effrayer un chemin quand c'est le meilleur élu de Lodja qui arpente les artères de cette ville. Et c'est à la radio communautaire Losangania qu'il s'est exprimé pour fixer l'opinion sur l'objet de sa visite. Il s'agit bien de sa participation à l'installation du nouveau comité de gestion de l'Université des sciences et technologies de Lodja dont il est le promoteur et prendre part au lancement des travaux de lutte anti-érosive aux côtés du conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures. Mais aussi et surtout répondre à l'invitation de la notabilité de Lodja pour aborder certaines questions qui touchent au développement de cette entité administrative. Et pour couronner le tout, les meilleurs élus de Lodja a appelé la population au soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui garde un œil et une oreille attentive sur les initiatives de développement dans les Sankourou. Je l'ai dit au sommaire, des véhicules, des homes et laboratoires de l'Institut national de bâtiments et travaux publics incendiés. Ajoutez à cela la séquestration des autorités académiques qui ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du gouverneur de la ville. C'est le bilan des échauffourées qui ont eu lieu à l'IBTP à la suite de la décision prise par le comité de gestion d'évacuer des homes pour leur réhabilitation. William Tunakov. Les activités académiques ont été paralysées lundi 17 octobre 2022 à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, campus de Mongaliema. Et pour cause, la révolte des étudiants à la suite d'une opération de déguerpissement des pensionnaires des homes initiée par le comité de gestion en vue du démarrage des travaux de réhabilitation de tous les homes. Pour exprimer leur ras-le-bol, les manifestants ont brûlé des pneus devant les voies d'accès sur le campus tout en incendiant et saccageant des véhicules des membres du comité de gestion, quelques homes et laboratoires. Aussitôt alertés de cette situation qui prenait déjà des allures inquiétantes dans ce quartier voisin à la cité de l'Union africaine, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est vite rendu sur place où il a invité les étudiants frondeurs réunis dans la salle polyvalente au dialogue et au calme. Après les avoir écoutés avec intérêt, il a promis des solutions idoines à leur doléance. Le président de la République m'a demandé de venir parler avec vous. Nous sommes d'accord, hein? Et puis, en sapeur-pompier, il s'est rendu dans les bureaux du directeur général où il a réussi à extirper les membres du comité de gestion séquestrés. C'était sous les applaudissements des étudiants. Et c'est avant de les embarquer dans sa jeep à destination de sa résidence de Binzama Campagne où, avec le représentant des étudiants, ils ont aplani les différends sous sa médiation. Une somme importante d'argent a été remise à la coordination des étudiants par le gouverneur afin de permettre le relogement ailleurs de près de 32 étudiants sans famille d'accueil à Kinshasa et il a été convenu de la fermeture du campus de l'INBTP Ngaliema. Décédé le 8 septembre dernier à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une maladie, le général de corps d'armes Eluki Monga a reçu des hommages dignes de son rang à la morgue du cinquantenaire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a déposé une gerbe de fleurs. Le chef d'état-major général des forces armées congolaises a été inhumé à la nécropole entre terre et ciel. Dieu merci Kanza pour le reportage. Supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, le général de corps d'armée Eluki Monga, ex-chef d'état-major général des forces armées zaïroises sous le régime du fait président Mobutu, a reçu des hommages de tout un peuple. Des obsèques organisées à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire devant les représentants des institutions du pays, notamment le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le chef d'état-major général, les députés et sénateurs, les représentants personnels du chef de l'État et plusieurs personnalités de la vie publique. Puis-je te demander, mon général, d'accepter pour l'éternité les larmes de tes amis, compagnons d'armes, frères et sœurs, de nombreux jours témoigner combien tu étais cher à ton armée et précieux à ta famille et aux amis. Puisses-tu être fier d'avoir vécu et accepté cette épreuve inévitable et opposante à tous. Au nom du secrétaire général aux anciens combattants et de son personnel, il me soit permis de
de présenter aux orphelins ainsi qu'à la famille éprouvée ici présente les condoléances et les fusionnements de toute la communauté des anciens combattants. Exposé sous une chapelle ardente, la dépouille de l'illustre disparu a reçu les derniers hommages à travers des témoignages rendus tour à tour par les officiels qui reconnaissent en lui la bravoure, le mérite et la loyauté à sa chère patrie. Après recueillement et le dépôt des gerbes de fleurs, s'en est suivi la levée du corps pour la mise en terre au nécropole entre terre et ciel. Pour rappel, et puis, ce communiqué, il est porté à la connaissance du public, plus particulièrement des opérateurs économiques et des régies financières, qu'après leur adoption par le Conseil des ministres, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé le samedi 15 octobre 2022 deux décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur certains produits, et ce pour une période de 12 mois, prenant effet à date du 15 avril 2022. Il s'agit des décrets ci-après. Premier décret numéro 22/30 du 15 octobre portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité. Deuxième décret numéro 23/31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et l'immobilier. Les deux décrets étant en vigueur, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, demande aux services chargés de leur application, en l'occurrence la Direction générale des douanes et accises, DGDA, ainsi que la Direction générale des impôts, DGI, de veiller sous le contrôle du ministre des Finances au strict respect des mesures ainsi édictées pour préserver le bien-être de la population en cette période si difficile. Fait à Kinshasa le 17 octobre 2022. Le communiqué signé Paul Gaspard Gondankoy, directeur de cabinet. Merci d'avoir suivi ce journal. José Baïtom revient à 23h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.